Alors donc oui, on est maraîcher dans l'Eure et je suis également donc président d'un réseau de recherche et de développement qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant. Donc c'est un réseau d'agriculteurs qui développe de la technique agricole sans travail du sol. Donc moi personnellement j'ai commencé la réflexion sur l'agriculture et le travail du sol il y a une dizaine d'années. J'ai fait différents métiers comme de la foresterie, de l'élevage et j'ai travaillé pendant 5 ans sur une ferme céréalière de 150 hectares, ce qui m'a permis de me faire la main et de bien connaître le monde agricole. Il y a une petite dizaine d'années, avec mon frère, on cherchait un projet agricole un peu ambitieux, un peu intéressant. Lui, il a une formation scientifique, moi également, et donc on cherchait un projet qui nous intéresse, où il y avait un peu de recherche à faire. Et donc on a repris notre ferme familiale en 2012 officiellement. Sachant que voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à toutes ces questions et qu'on réfléchit sur un axe de travail qui est le suivant, qui est que la nature pousse toute seule, en permanence, les écosystèmes se développent tout seuls, il n'y a pas besoin d'intrants, il n'y a pas besoin de charge, il n'y a pas besoin de mécanisation quelconque. Et donc c'était une question qui nous tarabustait en permanence, pourquoi nous en agriculture on est tout le temps obligé d'artificialiser le milieu, alors que la nature, elle, à partir du moment où il y a du soleil, où il y a de l'eau, elle arrive à fabriquer ses sols et elle arrive à construire des systèmes très très productifs, en termes de production de biomasse, plus productifs que ce que nos systèmes agricoles savent faire. Donc c'était notre axe de travail principal. Et pour mettre en œuvre un système qui répondait à cette question, on a commencé à évaluer tous les outils disponibles en agriculture, donc outils au sens très large, techniques agronomiques, mécanisation, engrais, chimie, rotation, etc. On a essayé d'évaluer ces outils pour essayer de voir si ça allait dans le sens des écosystèmes, si ça allait dans le sens de la productivité, de la résilience des systèmes. Et on s'est rendu compte d'un problème assez important qui était que l'agronomie classique en fait était pour beaucoup basée sur le travail du sol et que donc il fallait faire du tri dans tous les outils et beaucoup plus ramener d'écologie dans nos réflexions. Un des outils qui nous a semblé donc le plus problématique de tous, c'était le travail du sol. On s'est rendu compte de ça en allant discuter avec les céréaliers qui faisaient de l'agriculture de conservation, du semi direct sous couvert, des TCS, etc. Donc souvent des fermes en céréales très importantes. Et ils nous ont montré les côtés néfastes du travail du sol et les problématiques que ça pouvait poser. On n'était pas les seuls à se poser cette question. Dans toute la France, il y avait des maraîchers qui réfléchissaient à ça. Alors c'est une thématique, le non-travail du sol ou l'activité biologique du sol, qui est assez présente en permaculture, en agriculture naturelle aussi, et en agriculture biologique un peu moins malheureusement, même si ça a tendance à se développer aujourd'hui. Et donc on s'est rendu compte que le travail du sol était un problème important, et on a monté un réseau national donc, qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant. On a commencé à développer ça donc en 2012, on a fait 4 rencontres nationales et aujourd'hui on fait de la formation pour les professionnels sur tout le territoire français. Alors on est concentré sur le maraîchage mais on travaille de manière rapprochée avec beaucoup de céréaliers conventionnels. On aimerait un peu plus avec des céréaliers bio mais c'est un peu compliqué. On manque d'outils notamment en fait pour développer les systèmes. L'enherbement et la fertilité des sols restent dans les phases de transition très problématiques et en bio on manque beaucoup d'outils pour débloquer les systèmes. Donc dans tout ce travail agronomique et cet axe de travail du travail du sol, on s'est rendu compte tout d'abord que donc, le sol n'était pas un support mort et qu'il était structuré, qu'il était organisé, comment dirais-je, à peu près autant dessous que dessus. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les écosystèmes au-dessus, parce qu'on les voit. Et ce qui se passe dessous, en fait, on le voit très mal et on le connaît très mal. Quand on regarde en termes d'énergie, le temps qu'a passé l'écosystème à construire son sol, à y stocker de la matière organique, à l'organiser, en fait, on se rend compte qu'il est autant organisé dessous que dessus. Et c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui en agriculture, c'est qu'ils sont souvent très mal organisés dessous. Et justement à cause du travail du sol. Une des premières conséquences, donc, du travail du sol, c'est que les sols ne poussent plus tout seuls. C'est-à-dire qu'on met une plante dans un sol travaillé, souvent très travaillé, il faut automatiquement lui mettre des intrants, des engrais, des matières organiques. La plante tombe malade, il faut lui mettre plein de produits pour l'empêcher de mourir. Et c'est pas du tout comme ça que fonctionne la nature. Donc on s'est dit, comment ça fonctionne ? Enfin, je parle au niveau global, de toute l'agriculture de manière générale. Voilà. Donc,
On a des gros problèmes de fertilité, l'accès en eau des plantes se fait difficilement, la nutrition se fait difficilement, l'enracinement se fait difficilement, les sols souvent sont nus, alors que dans la nature les sols sont jamais nus. Et donc on a des températures qui montent, qui baissent dans les sols, enfin ça pose beaucoup de problèmes aux plantes. Et au final, on a plein d'enherbements parce que la nature n'arrête pas de faire pousser des plantes pour essayer de reconstruire justement les systèmes. Parallèlement à ça, on pollue pas mal, c'est-à-dire qu'un sol, à partir du moment où il est travaillé, il est plus structuré, il ne résiste plus à l'eau. Alors j'ai mis des photos, mais là elles défilent dans le désordre, alors c'est un peu con. Bon alors ça c'est un sol vivant qu'on fabrique. Ça c'est nous en train de fabriquer de la biomasse pour reconstruire nos sols. Je vous ferai des petits commentaires quand ça défile. Bon c'est un peu perturbant cette affaire. Donc la pollution, c'était un axe de travail majeur aujourd'hui. Alors ça c'est un sol vivant qui est dans une boîte depuis 1 an et demi. Et vous voyez, c'est un micro-écosystème qui se développe, ça marche bien. Ça, c'est de la paille mélangée avec de la terre, et c'est structuré par des champignons saprophytes. Et donc, ça nous donne des structures résistantes à l'eau. Bon, c'est de la paille. Bon. C'est un très bon outil pour remettre en route les sols. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est un outil qui coûte pas cher, c'est très poreux, et ça permet de... Alors ça, c'est de la terre morte mélangée avec de la paille, qu'on a laissé composter pendant 6 mois, et après on la baigne dans l'eau, et vous voyez, ça bouge plus, ça ne fond pas. En fait, les structures carbonées développées par les champignons stabilisent les sols. Alors ça, c'est un sol mélangé avec du compost. Avec le compost, ça ne marche pas. Et vous aurez la même chose avec un sol très pauvre en matière organique. Ça, c'est une culture de choux qui marche très bien. Bon, je reprends. Donc la pollution. Donc à partir du moment où on travaille les sols, ça génère de la pollution. On a souvent une vision très biaisée de la pollution. La pollution, c'est les méchants produits chimiques que mettent les méchants agriculteurs qui sont très fort le Roundup. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, la pollution. La pollution, c'est aussi la perte des matières minérales, c'est la perte des matières organiques, c'est la pollution des eaux par l'activité biologique, tout un tas de toxines très mauvaises pour la santé. Et en fait, tous ces problèmes sont intimement liés, et à un moment, ils sont tous liés autour du travail du sol. Notre objectif à nous, donc, c'est de recréer des sols qui ne génèrent plus aucune forme de pollution. Ou en tout cas, beaucoup moins, puisqu'on ne peut pas contrôler aussi bien les systèmes que la nature contrôle ses propres systèmes. Et au final, on se rend compte que le travail du sol est relativement inefficace économiquement, puisqu'en fait, il détruit notre capital sol sur le temps long. Ça génère beaucoup de problèmes sur la fertilité, et donc il faut artificialiser le milieu. C'est pas très efficace économiquement. Bon. Donc c'était un peu ce que nous avaient expliqué les agriculteurs en agriculture de conservation. Et donc eux, ils développaient tout un tas de techniques en céréales conventionnelles pour reconstruire leur sol. Nous, on a essayé d'appliquer les mêmes méthodes, tout n'a pas marché exactement de la même manière, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on a réussi à faire aussi bien qu'eux, et en fait même beaucoup mieux à la fin. Donc l'axe de réflexion, c'était que les sols sont structurés par des matières carbonées, et surtout par de l'activité biologique qui organise ce carbone. Et donc il s'est posé une question très simple, à laquelle personne n'était capable de nous répondre, c'est si on a de l'activité biologique, elle mange quoi, et elle mange combien? Et donc il fallait nourrir cette activité biologique, pour réussir à avoir des sols avec de l'activité biologique qui régénèrent leur propre structure en permanence. Donc ça a été assez difficile au début en fait de trouver une règle de fonctionnement, une quantité de nutrition à amener au sol. Et donc on a tout simplement regardé la productivité des écosystèmes et puis on a très grossièrement dit si un écosystème prairie produit entre 20 et 40 tonnes de biomasse, on va nourrir nos sols tous les ans avec cette quantité de biomasse. Donc 20 et 40 tonnes de biomasse, ça représente un paillage entre 5 et 10 cm. Quelque chose comme ça. 2 minutes, on accélère. Voilà. Alors un gros problème à identifier en maraîchage, donc ça a permis de débloquer beaucoup de problèmes, c'est que les légumes ne produisent pas de biomasse. Quand vous travaillez avec des céréaliers, les céréaliers laissent toujours leurs plantes se développer de manière complète jusqu'à maturité. Quand vous faites une culture de radis, que vous retirez le radis, il vous reste un système racinaire ridicule qui ne peut pas du tout nourrir votre système sol. Il a donc fallu qu'on artificialise les systèmes, au moins dans un premier temps, pour expérimenter et voir si toutes nos théories sur la nutrition des sols fonctionnaient correctement. Donc en fait, on a artificialisé avec de la matière organique morte, puisque vous avez 3 voies d'introduction du carbone majeures dans les sols, la litière, donc des matières organiques mortes, les racines et les exsudats racinaires. Et donc nous, on s'est dit, tiens, si on utilise principalement la voie de la matière organique morte, est-ce que ça marche? Dans la pratique, ça marche assez bien. Donc 3 chiffres pour vous donner un exemple. En semi-direct sous couvert, les meilleurs céréaliers remontent les taux de matière organique des sols de 0,1 point à 0,2 points par an. Une prairie bien faite
dans des conditions correctes, c'est-à-dire pas mal d'humidité notamment, on arrive à un demi-point de matière organique par an. Et nous, on avait un objectif de 5%. Ça dépend des contextes, mais grosso modo 5%. Donc il fallait mettre beaucoup de matière organique pour restructurer les sols. Et cette matière organique, on l'a identifiée, devait être de la matière organique fraîche, donc plusieurs sources, la paille, les broyats de déchetterie et les BRF, dont on a beaucoup parlé à une époque, un excellent outil, mais malheureusement un peu difficile à fabriquer. BRF, c'est le bois raméal fragmenté. Oui. Donc c'est une technique qui nous vient du Québec. On a travaillé une dizaine d'années avec ça. Dans la pratique, c'est assez difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut aller très vite dans la construction. Bon, alors je vais accélérer. Voilà. Donc dans la pratique, pour reconstruire un sol, on a développé différentes techniques. Ça consiste avant tout à remettre beaucoup de matière organique dans les sols. Donc on utilise des coefficients de minéralisation, d'humification très classiques, qu'on retravaille et qu'on ajuste aujourd'hui. En gros, on balance, si vous avez un sol à 1,5 point de matière organique, vous balancez 400 tonnes de broyat, vous rajoutez 50 tonnes de fumier, vous mélangez tout ça, et vous n'y touchez plus. Surtout, vous n'y touchez plus. Aussitôt, vous avez toute l'activité saprophyte du sol qui stabilise le sol, et tout d'un coup, vous obtenez un sol, comme j'ai là dans les photos, qui devient résilient à l'eau, qui filtre relativement bien, puisque c'est une des premières fonctions du sol, c'est de filtrer tout ce qui tombe de l'écosystème, et qui aussitôt, et donc quand on a ce type de sol, très rapidement on retrouve tous les services écologiques d'un sol normal, et donc en gros en 6 mois on arrive à restructurer en profondeur un sol de manière à pouvoir produire. Alors je dis bien de manière à pouvoir produire parce qu'on sait que la structuration vraiment profonde, intime de la matière organique et de la matière minérale met 1 à 2 décennies pour vraiment se finir, et donc il faut à peu près une vingtaine d'années pour que le processus s'achève. Mais disons qu'on arrive très rapidement à retrouver tous nos processus écologiques. Donc cette photo, vous voyez, c'est 1 kg de terre mélangé avec 100 grammes de paille, et on le laisse composter pendant 6 mois à froid, et aussitôt les champignons saprophytes structurent intimement la matière minérale et la matière organique, et ça donne très rapidement à nos sols une résilience à l'eau qui permet qu'ils ne se retassent pas et qu'il y ait un bon enracinement et une nutrition tout à fait correcte. Voilà, bon, très bien, juste je finis à 1 minute encore. Donc aujourd'hui on a différentes pistes de travail. On a commencé à reconstruire les sols, on arrive à restructurer les sols. Il faut savoir qu'on a déjà sauvé un certain nombre de fermes qui étaient au bord de la faillite à cause de sols trop déstructurés. Et on a un certain nombre de pistes de travail, notamment on travaille l'autonomie en carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise beaucoup d'intrants, vous voyez, là, on met en œuvre des moyens technologiques assez imposants pour réussir à structurer les sols. Donc les pistes de travail, ça va être utiliser les couverts vivaces, puisqu'ils sont beaucoup plus productifs en fait que les couverts annuels, qui sont beaucoup utilisés en céréales. On travaille beaucoup sur le tri variétal. En fait, il y a une réponse très variable suivant les variétés de plantes. Donc on travaille beaucoup sur le tri variétal. On intègre beaucoup l'agroforesterie dans nos réseaux. Moi j'y travaille un peu avec la pomme parce que je suis en Normandie, mais j'ai des collègues qui font une intégration beaucoup plus complète, notamment la notion de food forest. Et on travaille beaucoup à la mécanisation parce qu'en fait on a aujourd'hui... la plupart des membres du réseau sont des micro-fermes, effectivement, des gens en installation, ou des fermes entre 1 et 10 hectares maximum. Mais on a aujourd'hui une très forte demande en fait, des légumiers. Ça va de 10 hectares à 300 hectares. Donc voilà, on a une très forte demande aujourd'hui des légumiers sur ces techniques-là, parce qu'en fait, elles sont opérationnelles sur le terrain. Et donc aujourd'hui, la réflexion, c'est comment on mécanise tout ça, comment on réduit les coûts. Et comment on arrive à généraliser ce type de modèle, et surtout après c'est finir de mesurer l'impact environnemental de nos techniques en fonction des ressources, est-ce qu'effectivement on arrête totalement de polluer ou pas, est-ce qu'il y a encore des fuites, etc. Je vous remercie. Merci.